Quand il arriva devant la porte qui donnait sur les quartiers américains, il la trouva fermée et verrouillée. Tout était éteint. James entendit les voix de son père et de Franklin résonner à l'intérieur, mais elles étaient si basses et étouffées qu'il ne comprenait pas le sens des mots. Il s'apprêtait à abandonner et à remonter les escaliers, peut-être pour partir à la recherche du fantôme de Cédric, ou même vérifier si l'intrus moldu n'avait pas fait une nouvelle tentative, quand tout à coup, les voix devinrent plus distinctes. Peu après, un verrou claqua, et James s'écarta rapidement de la porte, oubliant un moment qu'il était caché sous la cape d'invisibilité. Il s'appuya sur le mur, de l'autre côté du couloir, au moment où le panneau s'ouvrait en grinçant. Franklin sortit le premier, puis Harry le suivit et referma la porte derrière lui, sans le moindre bruit, une pratique que tout bon Aurore utilisait instinctivement. « J'ai souvent besoin de faire le moins de bruit possible », avait un jour expliqué Harry à son fils. « Et c'est devenu une habitude pour moi. Tu devrais essayer. » « À mon avis, » dit Franklin, « il est plus prudent de marcher pour la discrétion de notre petit entretien. Même dans nos quartiers, il est possible aux autres d'écouter nos paroles. Après tout, tous ne partagent pas ma philosophie sur certains sujets. Au moins, dans les couloirs, aucune oreille indiscrète ne surprendra notre conversation. »« C'est plutôt drôle, » répondit Harry. « Quand j'étais élève, j'ai passé tellement de temps à arpenter ces couloirs la nuit en cachette que même aujourd'hui étant adulte, j'ai du mal à échapper à la sensation que je vais me faire surprendre et recevoir une retenue. » Les deux hommes se mirent à déambuler lentement, apparemment au hasard, et James les suivit à bonne distance. Il contrôlait sa respiration de son mieux et veillait à ce que les plis de sa cape ne s'accrochent pas dans les différentes statues ou armures alignées dans les niches du mur. « Vous savez, les choses n'ont pas réellement changé depuis lors. Mais aujourd'hui, vous avez bien pire à craindre qu'une retenue. »« Je n'en suis pas certain, » dit Harry. James entendit un sourire un peu triste dans sa voix. « J'ai connu des retenues franchement horribles. » Marmonna Franklin sans se compromettre. « Nos deux écoles dans le passé ont eu leur lot de sombres personnages et connu des périodes difficiles. Si vous avez eu à subir, Mrs. Ombrage, nous avons eu le professeur Magnus. Vous avez eu Voldemort, et nous... Non, là je dois reconnaître qu'aucun mage noir de notre histoire ne peut se comparer à lui. En vérité, son existence a menacé l'intégralité de la communauté magique. Il est de notre devoir de veiller à ce que de telles horreurs ne se répètent jamais. » « Dois-je alors assumer que c'est l'objet de cette entrevue ?» demanda Harry d'un ton sérieux. « Devons-nous comparer nos dossiers au sujet des menaces éventuelles et en dehors des voies officielles, pour ainsi dire ? » « Monsieur Potter, personne n'a jamais assez de renseignements ou assez d'amis, » dit Franklin avec un soupir. « Je ne suis pas un Aurore, et je n'ai aucune autorité officielle ni pouvoir juridique pour agir, même dans mon propre pays. Je ne suis qu'un vieux professeur. À mon avis, les vieux professeurs sont souvent sous-estimés, comme vous le savez certainement, parce qu'un vieux professeur voit et connaît beaucoup de choses. Vous avez votre propre version du mouvement du progrès, à Alma Aleron ? Oh, c'est bien pire que cela, hélas. Voyez-vous, pour la plupart des élèves, et même quelques adultes de l'équipe, les événements concernant Voldemort et ses mange-morts manquent de véracité. Il est vraiment incroyable que certaines mentalités, après quelques décennies, préfèrent reconstituer l'histoire pour mieux l'accorder à leurs illusions. Ici, le mouvement du progrès est obligé de faire attention, dit Harry lentement. Il reste beaucoup de sorciers et sorcières ayant vécu sous l'oppression de Voldemort. Les témoins vivants de ces atrocités se souviennent d'avoir vu des membres de leur famille ou des amis tués par les mange-morts. Malheureusement, les jeunes ont toujours tendance à remettre en cause le statu quo, et, par principe, tout ce que pensent leurs aînés. C'est assez naturel, mais cette inclination dure peu. L'histoire vaincra, comme on dit. L'histoire peut être modifiée, dit Franklin dégoûté. J'en sais quelque chose. Après tout, j'en ai vécu une bonne partie, et je peux vous assurer que parfois, il y a un gouffre entre la réalité et ce qui en reste dans les manuels. J'aimerais que ce soit plutôt l'exception que la règle, dit Harry. À nouveau, Franklin soupira, alors que les sorciers faisaient demi-tour au bout du couloir. Oui, je vous comprends. Le problème, c'est que les agitateurs, actuellement, les partisans du mouvement du progrès,
utilisent quand ça les arrange ces exceptions comme des munitions, pour récuser tout événement historique. La vie de Voldemort et sa recherche frénétique du pouvoir, tels que nous les connaissons, ne correspondent pas à leurs objectifs. Donc ils les contestent et sèment ainsi les graines du doute parmi les esprits suffisamment influençables pour croire à leurs affabulations. « À ce qu'il me semble, dit Harry gardant une voix calme et modérée, vous avez une idée très précise de cet objectif. Bien sûr, et vous aussi, monsieur Potter, ces gens-là ont gardé le même objectif depuis près d'1 millier d'années. Non, quand même pas. Harry, dit Franklin. Il s'arrêta dans l'obscurité du corridor et étudia le visage de son interlocuteur. Même aujourd'hui, dans mon pays, un important pourcentage de sorciers croit que Lord Tom Jedusor, comme il préfère désormais le nommer, a été injustement accusé de tous les torts et utilisé comme un bouc émissaire. Par vous, qui l'avez vaincu. Ces nouveaux partisans préfèrent voir en Lord Jedusor un héros révolutionnaire aux idées nouvelles, un précurseur, avec une vision du futur dont la classe dirigeante traditionnelle a pris ombrage. Ils pensent que Voldemort a été éliminé parce qu'il menaçait d'améliorer la vie des sorciers et que le ministère et ses sbires refusaient d'accepter un changement, fût-il bénéfique. Plusieurs mètres en arrière, caché sous la cape d'invisibilité, James resta figé, mais il vit son père serrer les dents durant le discours de Franklin. Pourtant, quand Harry Potter répondit, sa voix était toujours mesurée. « Je présume que vous savez que ce ne sont que des mensonges éhontés. »« Bien entendu, » dit Franklin en agitant la main presque en colère. « Mais l'important est que ces mensonges séduisent certains sorciers. Ceux qui les prêchent savent manipuler les émotions de la foule. Ils considèrent la vérité sans importance et l'utilisent comme un outil qu'ils dévient à volonté. Tous les moyens leur sont bons pour atteindre leur but ultime. » Harry resta stoïque, mais il insista. « Et d'après vous, ce but ultime serait la dominance du monde moldu ?» Quand Franklin émit un rire rauque, James se repensa soudain au son désagréable qu'avait produit le professeur au cours du dîner, en parlant des pouvoirs de Madame Delacroix. « Je ne les ai jamais entendus l'affirmer à haute voix. Non, actuellement ils se montrent plus prudents. En fait, ils prétendent même le contraire. Leur nouveau cri de ralliement est l'égalité entre les mondes magiques et non magiques. L'égalité et l'exposition au grand jour. Tout avouer, abolir les lois du secret et de la non-compétition. Ils prétendent que c'est une injustice et une insulte de croire les moldus incapables d'accepter l'existence des sorciers. » Harry hocha la tête, le visage sombre. « Bien entendu, et c'est plutôt bien joué. Voilà une épée à double tranchant qui, dans le même message, parle de justice et de préjudice. »« Absolument, » approuva Franklin, qui se remit à arpenter le couloir. « En Amérique, nous voyons ressurgir ces vieilles histoires sur les savants moldus, qui capturent sorciers et sorcières et les torturent pour découvrir le secret de leur pouvoir. Ils en font même des séries à la télévision. »« Comme dans ces vieux procès de sorcellerie à Salem ?» demanda Harry. Franklin se remit à rire, et cette fois c'était sans arrière-pensée. « Non, quand même pas. Salem, c'était le bon vieux temps. Bien sûr, les sorcières étaient jugées, et certaines d'entre elles brûlaient, mais comme vous le savez parfaitement, aucune sorcière digne de sa baguette ne redoute un feu moldu. Elle restait un moment dans les flammes, à crier très fort histoire d'être crédible, puis elle prenait la poudre de cheminette et rentrait chez elle. D'ailleurs, ceci a été l'origine du réseau des cheminées. Une idée plutôt originale. De nos jours, ces histoires de sorciers torturés dans des laboratoires moldus ne sont que pure invention. Mais c'est sans importance, personne ne se préoccupe de leur véracité. Il s'agit juste d'insérer un climat de peur qui agit en parallèle avec le message sur l'égalité. Ils réclament l'exposition au grand jour comme si cela pouvait apporter la paix et la liberté. D'après eux, notre politique du secret mènera à des attaques moldues de plus en plus dangereuses et aura pour conséquence la disparition progressive de notre monde. Harry s'arrêta près d'une fenêtre. « Et s'ils obtiennent la levée du secret, une fois les moldus au courant de notre existence, que se passera-t-il ?»« Eh bien, » répondit Franklin, « vous êtes conscient qu'il n'y a qu'une seule possibilité. » Éclairé par les reflets de la lune, le visage de Harry était pensif. « Bien sûr, les sorciers et les moldus s'opposeront. Il y aura des compétitions et des jalousies, comme dans le passé. Les mages noirs y veilleront d'ailleurs. Au début, ce ne sera que des escarmouches et des disputes. Peu à peu, les lois seront bafouées,
surtout celles qui concernent l'égalité entre les deux mondes. Donc elles seront modifiées. Les sorciers réclameront des positions de pouvoir dans les structures dirigeantes moldues, au nom de l'égalité bien entendu. Une fois là, ils s'arrangeront pour contrôler les décisions en utilisant tous les moyens à leur portée, promesses, mensonges, et même éventuellement les sortilèges impardonnables. Peu à peu ce sera le chaos, et ça finira en guerre déclarée. La voix de Harry était devenue lente, presque hypnotique. Il se retourna tout à coup vers Franklin qui le regardait, le visage marqué d'horreur. Et c'est bien ce qu'ils veulent au fond, n'est-ce pas? Une guerre avec les Moldus? C'est ce qu'ils ont toujours voulu, affirma Franklin avec force. Rien n'a jamais changé. Simplement les méthodes ont évolué avec le temps. La même histoire, mais de nouveaux chapitres. Qui est impliqué? Demanda simplement Harry. À nouveau, Franklin poussa un long soupir et se frotta les yeux. Rien n'est aussi simple. Il est virtuellement impossible de remonter jusqu'à ceux qui tirent les ficelles, en partant de leurs marionnettes. Bien sûr, certains individus spécifiques mériteraient d'être surveillés de près. Madame Delacroix? Franklin lui jeta un coup d'œil et l'étudia un moment avant d'acquiescer. Et aussi le professeur Jackson. En entendant ce nom, James poussa un halètement, puis il se colla la main contre la bouche. Son père et le professeur Franklin restaient immobiles, et James fut presque certain qu'il l'avait entendu. Harry reprit la parole. Qui d'autre? Franklin secoua la tête lentement. Il y a d'autres complices, bien sûr, mais il est difficile de surveiller tout le monde à la fois. C'est comme une infection de cafard. On a le choix de surveiller les fentes dans le mur ou de brûler carrément la maison. C'est à vous de voir. James recula prudemment. Puis, quand il pensa être hors de portée, il tourna les talons et s'enfuit. Il avait le cœur qui battait si fort qu'il était presque certain que les deux sorciers risquaient de l'entendre. Il avait déjà compris que le soi-disant mouvement du progrès ne valait pas grand-chose, mais maintenant, il savait que c'était eux qui complotaient pour ramener Merlinus Ambrosius, pensant convaincre l'enchanteur d'accomplir leur sombre dessein, feindre de vouloir l'égalité et la justice pour provoquer une guerre inévitable. Merlin avait dit qu'il reviendrait quand l'équilibre entre les mondes moldus et sorciers serait à point pour sa gouverne. Voilà la signification de cette étrange maxime. Il n'était pas étonnant que Madame Delacroix soit impliquée dans un tel complot. Mais Monsieur Jackson? James s'était mis à apprécier ce professeur, malgré son aspect abrupt. Il avait du mal à le voir comploter pour soumettre le monde moldu. Franklin devait certainement se tromper à son sujet. Il courut sans bruit le long du couloir, cherchant la porte de la chambre d'amis où son père et lui s'étaient installés. Tout à coup, il ressentit un frisson d'effroi et se souvint que la porte avait disparu après sa sortie de la salle sur demande. C'était une pièce magique, après tout. Comment était-il censé la faire apparaître? Il aurait dû se trouver dans cette chambre endormie, et son père n'allait pas tarder à revenir. James se figea dans le couloir, sans même reconnaître l'endroit exact où la porte devait se trouver. Il jeta autour de lui des coups d'œil affolés, incapable de s'empêcher de chercher un indice ou une aide. Comment son père avait-il provoqué l'apparition de la salle? La salle sur demande? Peut-être suffisait-il de demander? Cette fois, il avait emporté sa baguette. Il la sortit et agita la main, hors de la cape d'invisibilité. Commença-t-il dans un chuchotement rauque, en pointant sa baguette sur le mur. Salle sur demande, ouvre-toi. Bien entendu, rien ne se passa. Et tout à coup, James entendit un bruit. Son ouïe était douloureusement accrue par l'adrénaline qui le faisait trembler. Ses yeux s'écarquillèrent. Des voix. Son père et Franklin revenaient déjà. En fait, ils avaient dû le suivre, mais sans courir. Il entendit Franklin parler, faire ses adieux, et souhaiter bonne nuit à Harry. Son père n'allait pas tarder. Il réfléchit de plus belle. Qu'avait fait son père pour ouvrir la porte? Il était resté là à attendre, et tout à coup le mur avait bougé. Non, se souvint-il en secouant la tête. D'abord son père avait parlé, puis il avait marché un peu. James chercha à se remémorer la totalité de la scène, mais il était trop bouleversé pour y parvenir. Une lumière apparut au bout du couloir, puis des pas se rapprochèrent. Il leva les yeux horrifié. Son père arrivait, tenant à la main sa baguette allumée. Il avait la tête baissée. James se souvint que sa propre baguette était apparente, et il ramena vivement son bras sous la cape, aussi silencieusement que possible, mais c'était sans espoir. Dès que son père rentrerait dans la chambre, il verrait que son fils n'était pas dans son lit.
Peut-être pourrait-il discrètement suivre son père à l'intérieur et ensuite prétendre chercher un livre ou quelque chose. Non, il n'avait jamais su mentir de façon convaincante. En plus, il avait la cape d'invisibilité avec lui. Il faillit gémir. Harry Potter s'était arrêté dans le couloir. Il leva sa baguette et regarda le mur. « J'ai besoin de rentrer dans la chambre où dort mon fils, » dit-il d'une voix calme, avant d'arpenter le couloir 3 fois en passant devant le même mur. La porte ne se révéla pas, et Harry n'en parut pas tellement surpris. « dit-il comme en se parlant à lui-même. « Je me demande pourquoi la porte n'apparaît pas. Je présume... » Il regarda autour de lui et eut un léger sourire. « Que mon fils ne dort pas dans la salle sur demande, mais qu'il est au contraire debout dans ce couloir avec moi, caché sous ma cape d'invisibilité. » Après avoir vainement tenté d'ouvrir la porte de la chambre... « Qu'en dis-tu, James ?» James poussa un long soupir et arracha la cape de sa tête. « Tu le savais depuis le début, c'est ça ? » ?»« Non, je l'ai simplement deviné quand je t'ai entendu dans le couloir d'en bas. Bien sûr, je n'en étais pas absolument certain. Du moins pas avant que la salle sur demande se refuse. Allez, viens avec moi. » Après un petit rire, Harry Potter réclama à nouveau sa chambre, puis passa 3 fois devant la porte, et cette fois, le sortilège fonctionna. Quand ils furent tous les deux couchés, Harry éteignit la lumière et parla dans l'obscurité. « Tu n'es pas obligé de suivre mes traces, James. J'espère que tu en es conscient. » James ouvrit la bouche, mais ne sut pas quoi répondre, alors il attendit la suite. « Tu étais en bas ce soir, aussi tu as entendu le professeur Franklin, » dit Harry après un long moment. « Mais j'aimerais que tu te souviennes surtout de certains mots de son discours. Il y aura toujours dans le monde des complots et des rébellions, toujours le même livre à écrire, avec différents chapitres. Ce n'est pas à toi de sauver le monde, mon fils. Et même si tu le fais, ce sera une victoire à court terme, parce que le monde se retrouvera très vite en danger, encore et encore. C'est dans la nature des choses. » Il fit une pause, et James l'entendit rire doucement. « Je sais ce que tu ressens. Je me souviens de l'énorme poids que je portais autrefois, de cette responsabilité, et même de mes frissons d'anticipation à l'idée que j'étais l'élu, désigné par le destin pour vaincre le mal, gagner la bataille finale, afin que le bien s'établisse sur la terre. Mais James, même alors, je n'ai jamais été seul. C'était un combat général, et bien des sorciers ont fait des sacrifices plus grands que les miens. Ce n'est jamais le devoir d'un seul homme de sauver le monde, et certainement pas celui d'un élève de première année, incapable de savoir comment ouvrir la salle sur demande. » James entendit un mouvement de drap et sut que son père le regardait dans l'obscurité. Il ne voyait pas son expression, il faisait trop sombre, mais il était conscient cependant du visage qu'il devait avoir, de son sourire compréhensif, de ses yeux verts attentifs. Bien sûr, son père savait tout. Son père était Harry Potter. « Alors, fils, qu'en penses-tu » Il prit une grande inspiration. Il faillit raconter à son père tout ce qu'il avait vu et entendu, lui parler de l'intrus moldu, du fantôme de Cédric Diggory, du secret d'Ostradamus, du complot pour le retour de Merlin, afin d'utiliser le grand enchanteur pour déclencher la guerre finale contre les Moldus. C'était sur le bout de sa langue, mais après réflexion, il préféra se taire. Il se contenta de sourire à son père dans le noir. « Je sais, papa, ne t'inquiète pas pour moi. Si je décide de sauver le monde à moi tout seul, j'enverrai d'abord un petit mot à toi et maman. D'accord ?» Harry ricana et secoua la tête, comme s'il n'était pas tellement convaincu. Cependant, il comprit qu'il n'y avait pas d'urgence à insister. Aussi il se laissa retomber sur son oreiller. Quelques minutes plus tard, James parla à nouveau. « Papa, est-ce que tu pourrais me laisser ta cape d'invisibilité pour cette année à l'école ?»« Il n'en est pas question, mon garçon, » répondit Harry. « Absolument pas question. » Puis, James entendit son père rouler sur lui-même, et quelques minutes après, tous deux dormaient. Quand James et Harry Potter pénétrèrent le lendemain matin dans la grande salle, James sentit un changement immédiat de l'ambiance générale. Il était accoutumé aux réactions de la communauté magique chaque fois qu'il faisait une apparition publique avec son père. Mais aujourd'hui, c'était différent. Au lieu de se tourner pour les regarder, James eut la sensation que les autres s'appliquaient au contraire à détourner le regard. Sur leur passage, les conversations cessèrent. C'était étrange de voir qu'on leur jetait des coups d'œil sans jamais les regarder franchement. Du moins, pas avant que James et son père soient passés.
Il ressentit une brusque poussée de colère. Qui étaient tous ces gens au juste? La plupart d'entre eux étaient de jeunes sorciers et sorcières, avec des parents qui travaillaient dur, et avaient toujours été partisans de Harry Potter. D'abord de l'élu, le garçon qui avait survécu. Ensuite du jeune sorcier qui avait beaucoup œuvré à la chute de Voldemort. Et enfin, de l'homme adulte, directeur du bureau des aurores. Et aujourd'hui, parce que quelques stupides agitateurs peignaient des slogans sur des bannières et répandaient de fausses rumeurs, il refusait de le regarder en face. Mais au moment même où James eut cette pensée, il réalisa aussi avoir tort. Tous ne suivaient pas la nouvelle vague. Dès que Harry et James furent assis au bout de la table Gryffondor, James avait supplié son père de ne pas le forcer à monter sur l'estrade parmi les professeurs. Ils furent accueillis par des sourires et des saluts chaleureux. Quand Ted vit son parrain, il poussa un cri et courut vers lui, le saluant selon un rituel compliqué, poignée de main suivi d'un coup de poing et divers autres mouvements rapides, avant de carrément le prendre dans ses bras pour l'écraser de toutes ses forces contre lui. Ensuite, Harry tomba sur son banc, mort de rire. « Ted, tu as failli m'étouffer » protesta-t-il. « C'est mon parrain » cria Ted, comme pour présenter Harry à toute la grande salle. « Harry, as-tu déjà rencontré Noah ? C'est un Grimlin, comme Petra et moi. » Harry serra la main tendue de Noah. « Oui, nous nous sommes rencontrés l'an passé, au championnat de Quidditch. »« Bien sûr » répondit Noah. « Le match où Ted a réussi à marquer le point gagnant dans les buts adverses. Difficile à oublier. »« Techniquement, ce n'était pas volontaire, » répliqua Ted d'un air hautain. « C'est arrivé quand j'ai, par accident, fait tomber leur poursuiveur de son balai. D'ailleurs, je visais un journaliste. »« Désolé de vous interrompre, » dit Harry, « mais James et moi aimerions grignoter quelque chose. »« Aucun problème, » répliqua Ted aussitôt. « Et si de mauvais coucheurs vous ennuient, faites-le moi savoir. Ce soir, nous avons une rencontre de Quidditch. En étant remontés, nous jouons avec plus d'énergie. » Tout en parlant, Ted avait surveillé la grande salle d'un œil noir, puis il adressa un dernier sourire à James et Harry et s'en alla. « Bien sûr, » dit Harry en le regardant s'éloigner, « j'aurais pu lui dire que c'était sans importance, mais pourquoi lui gâcher son plaisir ?» James sourit à son père, puis tous les deux se servirent largement des plats fumants posés sur la table. À peine avait-il commencé à manger que James vit entrer Ralph et Zane. Il leur fit un grand signe enthousiaste de la main, les invitant à approcher. « Papa, voici mes amis, Zane et Ralph, » dit James, pendant que les deux autres s'installaient sur le banc de chaque côté de lui. Zane, c'est le blond, et Ralph le grand baraqué. « Enchanté de vous rencontrer tous les deux, » dit Harry. « James n'a cessé de me chanter vos louanges. »« Nous avons aussi beaucoup entendu parler de vous, » répondit Ralph en fixant Harry. « Dans les livres. Avez-vous réellement accompli tout ça ?» Harry éclata de rire. « Dis-moi, tu vas vraiment droit au but. » « Eh bien, dans les grandes lignes, oui, c'est probablement exact. Mais si tu t'étais trouvé là au jour le jour, ça t'aurait paru bien moins héroïque. En général, mes amis et moi tentions simplement d'éviter d'être brûlés, tués, étouffés ou dévorés. » Zane était silencieux, ce qui ne correspondait pas à son caractère. « Eh bah, qu'est-ce que tu as ?» demanda James en lui envoyant un coup de coude. « Tu es bien trop nouveau dans le monde sorcier pour jouer les groupies du grand Harry Potter ?» Zane fit une grimace, puis il sortit de son sac à dos un exemplaire récent de la Gazette du Sorcier. « Tu sais, c'est vraiment dégueulasse, » dit-il avant de poser le journal sur la table. « Mais il faudra bien que tu le voies, tôt ou tard. » James se pencha et lut le gros titre. « Importante manifestation anti-aurore, le sommet international en est-il menacé ?» En dessous, en plus petit, la visite de Harry Potter à Poudlard crée un mouvement unanime de protestation qui réclame une réévaluation du pouvoir des aurores dans la communauté magique. James sentit une forte colère lui empourprer les joues, mais avant qu'il ne puisse répondre, son père lui posa une main sur l'épaule. « dit calmement Harry. « Pas de doute, Rita Skeeter est en grande forme. » Zane fronça les sourcils et regarda Harry, puis étudia à nouveau le journal. « Vous savez qui a écrit un article juste en lisant le titre ?»« Non, » répondit Harry en riant. D'un geste de la main, il repoussa le journal et croqua calmement dans sa tartine. Son nom apparaît en petits caractères, mais son style venimeux est assez facilement repérable. Ça n'a aucune importance. Tout le monde aura oublié cet article dès la semaine prochaine. James lisait toujours le premier paragraphe, le front plissé. Elle prétend que toute l'école était là, à crier, à protester. C'est archi faux. J'y étais,
Et s'il y avait plus d'une centaine d'élèves, je veux bien embrasser un scrout à pétard. En plus, la plupart d'entre eux n'étaient que des curieux, venus uniquement pour voir ce qui se passait. Il y avait à peine 15 ou 20 personnes qui levaient des pancartes. Peu importe, James, soupira Harry. Les journaux ne se préoccupent pas de la véracité de leurs informations. Ils cherchent simplement à être diffusés le plus largement possible. Mais comment peux-tu accepter qu'ils racontent des choses pareilles? C'est dangereux. Le professeur Franklin... James fut coupé net dans sa tirade par le regard que son père lui lança. Après un bref moment, l'expression de Harry s'adoucit. « Je sais très bien ce qui t'inquiète, James, et je ne t'en veux pas. Mais il y a des façons de gérer ce genre de choses, et en aucun cas, il ne faut discuter avec des gens comme Rita Skeeter. »« Tu parles comme McGonagall, » grommela James. Il baissa les yeux et massacra à coups de couteau son morceau de saucisse. « Bien entendu, » répliqua Harry très vite, « elle a été mon professeur. Et d'ailleurs, je préférais que tu parles d'elle en disant la directrice, ou Madame McGonagall. » Durant un moment, James se mangea, enfermé dans un silence boudeur. Ensuite, sans regarder personne, il plia grossièrement le journal et le repoussa hors de sa vue. « Alors, d'après ce que m'a dit Ted, c'est ce soir qu'a lieu le premier match de Quidditch de la saison ?» demanda Harry en agitant sa fourchette en direction des 3 garçons assis près de lui. « Oui, » annonça Zane. « Cedric contre Gryffondor. Mon premier match. Je brûle d'impatience. » Quand James releva les yeux, il vit son père adresser un grand sourire à Zane. « Ainsi tu as été sélectionné dans l'équipe de ta maison ? Bravo. Si j'ai terminé suffisamment tôt, j'aimerais bien assister au match et te voir voler. À quel poste joues-tu ? » « Batter !» répondit Zane en faisant le geste de renvoyer un cognard avec sa fourchette. « Il est drôlement bon, monsieur Potter !» s'exclama Ralph avec conviction. « Quand je l'ai vu voler la première fois, il a failli faire un cratère en s'écrasant au milieu du terrain, mais il a réussi à redresser au dernier moment. »« Voilà qui demande des nerfs d'acier », reconnut Harry en étudiant le visage de Zane. « Tu avais déjà volé auparavant sur un balai ? » ?»« Non, jamais !» cria Ralph aussi enthousiaste que s'il était l'agent commercial de Zane. « Et c'est bien le plus surprenant, pas vrai ?» Le visage figé, James essaya de croiser le regard de Ralph pour le faire taire sur ce sujet brûlant. Mais il était déjà trop tard. « D'ailleurs, » continuait Ralph sur sa lancée, « Zane n'aurait probablement pas su quoi faire s'il n'avait dû s'envoler pour rattraper James qui déraillait. On aurait dit une vraie torpille !» Tout excité, il s'agita sur son siège avec un geste de la main qui mimait les acrobaties du vol inaugural de James. « Mais bien sûr, monsieur Potter, » coupa Zane très vite, « vous serez du côté de Gryffondor, pas vrai ?» En même temps, il poussa Ralph si fort qu'il faillit le faire tomber du banc. Harry continua à mâcher sa tartine, mais son regard attentif passait d'un garçon à l'autre. Zane faisait des grimaces à Ralph, qui le regardait avec des yeux écarquillés. « Pardon ? Oui, bien entendu, » dit enfin Harry. « Ouais, c'est normal, » ajouta rapidement Zane. « Après tout, c'est votre maison. »« Oh, tu as vu l'heure, Ralphinator ? On va être en retard. »« Mais je n'ai pas cours tout de suite, » protesta Ralph. « En plus, je n'ai même pas déjeuné. »« Tant pis, d'ailleurs tu es trop gros. Viens ici !» insista Zane, qui fit le tour pour prendre son copain par le coude. Zane n'avait pas réellement la force de bouger Ralph contre son gré, mais devant son insistance, le grand brun finit par se lever. Zane l'entraîna vers la sortie le plus vite possible. « Qu'est-ce qui te prend ?» demanda Ralph d'une voix sonore, puis en croisant le regard consterné que Zane lui jetait, il insista. « Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Tu crois que... » Tout à coup il s'arrêta net et se retourna vers James d'un air horrifié. « Oh !» James n'entendit pas ce que Zane répondit, mais avant de sortir, Ralph dit encore. « Flûte, quelle gaffe ! J'ai pas fait exprès !» James poussa un grand soupir et regarda son père. « Ben oui, voilà, je suis absolument nul au Quidditch. Désolé. » Harry le fixa attentivement. « À ce point ? » ?»« Oui, » acquiesça James effondré. « Je sais bien ce que tu vas dire, que ce n'est pas très grave, que c'est juste un jeu, que je pourrais me rattraper l'année prochaine, que je n'ai pas besoin de faire comme toi, ni de suivre des traces. Je sais, pas besoin de le répéter. » Sans répondre, Harry continua à étudier son fils et sa mâchoire remuait légèrement, comme s'il réfléchissait en mangeant. Finalement, il se renfonça dans son siège et prit un verre de jus de citrouille. « Bon, bah alors parfait, voilà un gros poids de responsabilité en moins, tu as fait mon travail à ma place. » James releva les yeux sur son père.
Harry buvait tranquillement. On aurait dit qu'il avait très envie de rire, mais qu'il s'en cachait derrière son verre. Il essaya de ne pas éclater de rire lui-même. « C'est sérieux, pensa-t-il. Ce n'est pas drôle, c'est du Quidditch quand même. » Mais plus il cherchait à garder son sérieux, moins il y arrivait. Il eut un sourire, essaya de le cacher avec sa main, et finalement éclata de rire. Aussitôt Harry reposa son verre et sourit aussi, en secouant la tête. « Tu t'es vraiment inquiété à ce sujet, James ?» Du coup, James cessa de rire, et déglutit péniblement. « Oui, papa, bien sûr. Je veux dire, c'est du Quidditch quand même, ton sport favori, et aussi celui de mon grand-père Potter. James Potter, je porte son nom. Tout le monde s'attendait à ce que je sois génial sur un balai, et non pas un danger public, aussi bien pour moi que pour les autres. » Harry se pencha en avant et regarda son fils droit dans les yeux. « Mais tu as encore toutes les chances d'être génial sur un balai, James. Par la barbe de Merlin, mon fils, c'est ta première semaine à l'école, et tu n'as pas encore reçu ta première leçon de vol. Autrefois, quand j'ai commencé, personne n'était autorisé à monter sur un balai sans leçon préliminaire, et encore moins à tenter d'intégrer les équipes de l'école. »« Oui, mais tu l'as quand même fait, coupa James, et tu as été excellent. »« Mais ce n'est pas important, mon fils. Tu es tellement inquiet à l'idée de ne pas être à la hauteur de ma légende, qui, je te le rappelle, a été largement amplifiée, que tu ne te donnes même pas le temps d'apprendre les choses à ton rythme. Tu considères avoir échoué avant même d'avoir commencé. Tu ne le vois pas? Personne ne peut se comparer à un mythe. Tu sais, j'aurais aimé être la moitié du sorcier que l'on me prétend être. Chaque jour, je me regarde dans le miroir et je me dis qu'il est inutile de m'appliquer si fort à être le célèbre Harry Potter, que je devrais me détendre et me contenter d'être moi-même, le mari de ta mère, le père de mes enfants et le meilleur aurore possible. Et parfois, je ne suis pas si satisfait de mes résultats dans mon travail. James, il faut absolument que tu cesses de te voir uniquement comme le fils d'Harry Potter. » Il s'arrêta et réalisa que pour la première fois, ces mots avaient fini par atteindre James. Il eut à nouveau un petit sourire. « Donne-moi la chance de me voir comme le père de James Potter, parce que dans tout ce que j'ai réalisé au cours de mon existence, l'accomplissement dont je suis le plus fier est de vous avoir élevés tous les trois, Albus, Lily et toi. Tu as bien compris ?» James lui adressa un grand sourire, légèrement de travers. Il l'ignorait, mais c'était le même sourire qu'il voyait si souvent sur le visage de son père. « D'accord, papa. Je vais essayer. Mais c'est pas toujours facile. » Harry hocha la tête, reconnaissant la véracité de ce constat. Après un moment, il ajouta. « Est-ce que tu me trouves vraiment prévisible à ce point ?» À nouveau, James lui sourit. « Oui, mais ne t'inquiète pas, c'est pareil avec maman. » James prit la voix de sa mère pour dire « Tu ne comptes pas sortir dans cette tenue ?» Son interprétation était si outrée que Harry éclata de rire. Encouragé, James continua. « Il fait froid dehors. Mets ton manteau. Ne dis pas des mots comme ça devant ta sœur. Ne joue pas avec les gnomes de jardin. Tu finiras avec la main verte. » Harry riait si fort qu'il dut s'essuyer les yeux avec sa serviette. Un peu après, il souhaita à James une bonne journée et lui donna rendez-vous en fin d'après-midi sur le terrain de Quidditch.